comment on en vient à s'intéresser d'aussi près aux ours? Si on commence depuis le début, j'ai j'ai quand même à la base une famille qui est pas mal sportive et qui s'intéresse depuis tout le temps à la montagne. Donc du coup, toute mon enfance, je l'ai passée à faire des randonnées. Donc j'ai pris goût voilà, à la montagne, à la faune, à la flore. Et voilà, donc à cet aspect un petit peu sport. Et voilà, donc ça a été les débuts. Ensuite, la vie a fait que j'ai eu les parents qui se sont séparés. Et ma mère a connu un éleveur, donc qui avait des brebis. Et du coup, je me suis intéressé au métier de berger. Et j'ai fait ça, on va dire officiellement pendant 6 ans. Et officieusement, on va dire pendant une vingtaine d'années, donc à côté. Voilà, donc j'ai toujours aimé ce rapport avec les brebis, la nature, commander le chien un petit peu, donc ça c'est vrai que ça m'intéressait. Donc ça a été une époque, un chapitre de ma vie. Et jusqu'où en 1996, il y a eu les réintroductions de l'ours. Donc on en vient à votre rencontre avec l'ours. Voilà. Donc ça s'est passé vraiment comme ça. Et j'ai commencé à m'intéresser à cet animal parce qu'il avait été réintroduit à Melle, donc c'est-à-dire avant j'habitais à Saint-Aine, donc 10 km à vol d'oiseau de là où j'étais. Et quelques jours après, il y avait déjà 1 ou 2 individus sur la commune de Saint-Aine. Donc en fait, on ne pouvait pas l'ignorer, il y avait sa présence, il y avait des réactions, il y avait des prédations. Donc je me suis intéressé un petit peu à tout ça. Vous-même en tant que berger à l'époque, vous l'avez côtoyé entre guillemets cet ours? Alors côtoyer, on va dire que je ne l'ai pas vu directement, mais j'ai déjà vu quelques traces donc de Melba, de Jiva. J'ai Pyros également. Et donc, qui était le mâle qui a été réintroduit en 1997. Et il y a eu quelques dégâts donc, sur le troupeau du groupement pastoral de l'Isard, où j'avais l'habitude de garder les brebis. Mais dès cette époque, vous vous intéressez. Alors, vous vous intéressez à la nature, vous êtes berger, mais cet ours, il vous interpelle. Mais vous êtes berger, donc il y a beaucoup de bergers qui l'ont interpellé négativement. Ouais. Vous, l'ours, il vous interpelle plus positivement? Oui, donc parallèlement, j'ai fait des études. Donc au début, c'était agricole parce que je me sentais bien, c'était le milieu, tout ça. Et ensuite, j'ai fait des études de protection de la nature. Donc de suite, je me suis un peu plus intéressé à la faune et la flore qui m'entouraient. Et j'ai passé mon accompagnateur montagne en même temps. Où, bien sûr, on a une formation et, donc, sur la faune, la flore et enfin, l'environnement en général. Donc j'ai accentué mes connaissances sur les animaux et bien sûr sur l'ours. Donc c'est quand même quelque chose qui effectivement, il y avait des exemples pratiques à portée de main. C'est ça. Donc j'ai continué à m'intéresser à toute la faune et en particulier l'ours, bien entendu. J'ai commencé vraiment au début à collectionner beaucoup de choses. Et j'ai fait partie donc, de l'équipe de suivi en tant que stagiaire. Donc je l'ai fait dans les Pyrénées centrales avec Pierre-Yves Quenette, Étienne Dubarry et à l'époque Laurent Chéron. Et ensuite, je l'ai fait avec Jean-Jacques Amaran. Donc ça se basait à Pau. Voilà, donc j'ai augmenté mon expérience par rapport à ça, par rapport au suivi, la récolte d'indices et tout ça. Donc je trouvais ça passionnant. Voilà. Mais je n'ai pas abandonné en parallèle tout ce qui était pastoralisme, agriculture, que j'ai toujours aimé. J'ai d'ailleurs tous mes amis là-dedans. Et puis ça fait partie quand même des activités de montagne de ma vallée. Donc je ne peux pas passer à côté. C'est quelque chose où je me sens à l'aise, à discuter, à donner un coup de main de temps en temps, parce que voilà, j'ai des amis qui ont besoin. Et également, je n'ai pas échappé à l'activité de la chasse. Voilà, c'était un petit peu la façon de continuer les traditions du pays et puis de mon père.
Et ensuite, j'ai abandonné un petit peu la chasse, j'ai mis de côté. Je reste toujours passionné parce qu'il y a un côté recherche d'indices. Bon, ce n'est pas l'abattage de l'animal qui m'intéresse, mais vraiment de faire travailler les chiens et tout ça, voilà, il y a quelque chose un petit peu d'excitant là-dedans. Et je pense que tant qu'on n'est pas né là-dedans et qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas comprendre. Donc les jugements à côté sont faciles. Mais voilà, donc j'ai un petit peu cette vision sur tout ça. Alors cet éclectisme des visions, on en vient aussi celui que vous êtes et celui qui s'intéresse à l'ours, celui qui est aussi un homme un peu aux frontières, à la médiation. C'est-à-dire que ces expériences à la fois de pastoralisme, de la connaissance de l'ours, de la connaissance de la chasse, donc des acteurs qui sont en contact et sur lesquels il peut y avoir un souci, ça vous donne un point de vue que d'autres n'ont peut-être pas, justement. On a des gens qui sont dans le pastoralisme, on a des gens qui sont dans l'appréciation de l'ours, le scientifique, on a des chasseurs, et du coup les relations peuvent être conflictuelles parce qu'on ne se connaît pas. Vous, aujourd'hui, tout ça, ça vous a amené à avoir cette position un peu pivot, et qui vous mène vers cette volonté, du coup, de devenir un médiateur. Ouais. Donc c'est un petit peu pivot, un petit peu central par rapport à tout ça. Et il y a aussi les associations de protection de la nature, donc Ferrus, l'ADET, le FIEP, tout ça, ces associations qui s'intéressent à l'ours. Donc je comprends leur discours puisque j'adopte carrément quelques arguments. Je dis bien quelques, et parce qu'après j'adopte également les arguments des chasseurs, du pastoralisme. On va même dire de la profession d'accompagnateur montagne, puisque je touche quand même une clientèle assez large. Et donc je peux discuter là aussi de tout ça. Donc en fait, j'ai le discours un petit peu de tout le monde. Mais au-delà de tout ça, voilà, il y a une façon d'aborder les gens. Et ce n'est pas du tout la même suivant chaque secteur d'activité. Et du coup, quand il y a quelqu'un qui essaie, on va dire, de rentrer, de parler avec ces gens-là, ils s'y prennent de la mauvaise manière et en fait, on assiste un peu à un non-succès. Ça n'aboutit pas, quoi. Il n'y a pas véritablement de solution. Parce que chacun tire la couverture de son côté un petit peu trop fort et il n'y a personne au milieu pour gérer tout ça. Cette fonction de médiation aujourd'hui, elle est formalisée, structurée, cette médiation sur l'ours? Oui. Alors ça commence à prendre forme, puisqu'on a commencé il y a un peu plus de 2 ans avec l'association Aves France. Je l'avais déjà en tête parce que c'est vrai qu'à force de parler avec les gens ces dernières années, je me suis rendu compte que je pouvais avoir une facilité avec tout le monde. Et que je comprenais surtout leurs difficultés, à tout le monde. Je comprenais aussi leurs demandes et puis les solutions qu'il faudrait apporter. Donc du coup, en écoutant tout ça, je me suis dit il faut faire quelque chose. Et c'est vrai que j'en ai parlé avec l'association Aves France qui a de suite adopté mes idées. Et on a commencé sur plusieurs estives et même les estives essentielles aux prédations. Que je connais très bien et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin qu'on les comprenne aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui arrivent et qui donnent des leçons, et ça passe pas. Comment ça se passe, la médiation? Eh bien, en fait... il vous arrive d'accompagner des estives? Ouais. Voilà, donc c'est beaucoup d'accompagnement et d'écoute. Voilà. Et ensuite, je ne suis pas là pour véritablement apporter des solutions, afin de donner des solutions, mais plutôt les interroger sur les solutions qu'ils voudraient eux. Voilà, et ça, on ne le fait pas. On est toujours certain que là, à l'heure actuelle, c'est vrai il est question du triptyque, c'est-à-dire le mélange de parcs, de bergers en plus et de chiens de protection. On croit que c'est la meilleure solution sur toutes les estives, alors que non. Il y a des estives qui peuvent l'accepter et il y en a d'autres, ça fait qu'empirer le problème. Parce qu'il y a, on va dire, pour exemple, les parcs, ils ne sont pas facilement montables sur toutes les estives parce qu'il y a la roche affleurante. Donc en fait, on ne peut pas planter les piquets. Voilà, donc c'est un des problèmes. Ensuite, un autre problème, c'est les problèmes de piétins parce qu'on ne peut pas déplacer tous les parcs. Et donc si on laisse les parcs sur un même secteur avec le mauvais temps, il y a de la boue qui se forme et cette boue entraîne, si vous voulez,
on va dire quoi, des maladies aux pieds des bêtes. Voilà. Après, il y a bien sûr les problèmes des patous. Les patous, c'est efficace là où il n'y a pas de randonneurs. Parce que là où il y a des randonneurs, c'est les premiers à être désagréables avec les éleveurs, parce qu'ils sont obligés de contourner le troupeau, parce qu'ils se sentent menacés par les chiens, parce qu'il y a des morsures et donc là, il y a dépôt de plainte, et c'est toujours les éleveurs qui en font les frais. Donc ça, c'est un petit peu l'envers du décor. Personne ne le voit. Bon, ça commence un petit peu à bouger et à se faire ressentir, mais c'est grave, quoi. Moi, je me mets à la place des éleveurs qui subissent déjà les attaques, les prédations de l'ours, et je trouve quoi, que c'est des embêtements supplémentaires, alors qu'on demande de cohabiter. Donc en fait, c'est un peu paradoxal. Les pouvoirs publics, c'est vos interlocuteurs aussi parfois? Oui. Parce que je participe à des réunions, par exemple le groupement, les groupes pastoralisme ours, donc avec le préfet ours, les préfètes, sous-préfètes ou préfets, sous-préfets, avec les associations et les organismes aussi de l'État comme l'ONF, l'OFB. Voilà. Et donc là, je peux échanger un petit peu avec tout le monde et faire un peu plus ressentir ce qui se passe sur le terrain. Et c'est ça mon objectif. Parce que les gens sur le terrain ne sont pas toujours attendus. Et quand on est dans des bureaux, par exemple dans une réunion sur Toulouse, ça passe, c'est une discussion générale. On ne va pas au cœur du problème. Et donc du coup, on ne fait que le survoler et ça donne droit à une autre réunion, plus réunion, plus réunion. Donc en fait, je pense quoi qu'il est temps d'intervenir un peu plus rapidement sur les problèmes qu'il y a et puis trouver des solutions, quoi. Vous avez aussi ce langage, parce que vous connaissez bien votre milieu du pastoralisme, mais vous avez aussi une grande affection pour l'ours, aussi, parce que vous avez écrit Ouais. sur les oursons, et c'est cette position, finalement, alors pas entre deux, vous êtes évidemment un homme de la montagne, votre communauté, c'est les gens du pastoralisme, mais vous comprenez parce que vous aimez aussi cet animal, l'ours. Ouais. Ouais, en fait, comme je l'ai dit, tout petit, on m'a appris à respecter les animaux. Et puis, c'est vrai qu'avec ma formation de protection de la nature, ça s'est accentué, de respecter et même le sanglier, le cerf, l'aigle, l'isard. Et donc, c'est vrai que l'ours, c'est un animal qui sort un petit peu du lot, qui est curieux, qui est craintif. Et qui est fascinant quand même on va dire à suivre, à étudier. Et j'ai sorti donc un premier bouquin sur les oursons des Pyrénées. Pourquoi les oursons? Tout simplement parce qu'en fait... C'était un peu les grands oubliés? Ouais, parce qu'il y avait tellement de livres sur les ours qu'on ne parlait pas assez d'oursons. Mais je me suis dit, est-ce que tu as assez de matière? Et puis j'ai regardé dans toutes les collections que j'avais, et c'est vrai que j'avais fait une collection un petit peu à part, qui a débuté donc avec la collection de cartes postales et d'images de l'Hospice de France, où en 1950, il y avait un guide qui s'appelait Odon Orion et qui avait récupéré 2 oursons. Et du coup, c'était une attraction là-bas à l'époque, et il y a eu des clichés et cartes postales éditées. Et donc je commençais à collectionner. Et puis je me suis rendu compte que dans les écrits, dans les ouvrages que je regardais, il y avait différentes versions. Et donc j'ai commencé à me focaliser, à étudier toutes les versions de cette histoire. Et ensuite, ça a commencé à dériver sur une autre histoire d'ourson qu'il y avait à Luchon, 2 ans plus tard ou 1 an plus tard. Et puis ensuite, d'autres histoires d'oursons. Et après, je me suis dit, tu vas faire la Haute-Garonne, l'Ariège aussi, tu vas récupérer tout ce que tu peux sur les oursons. Et donc, j'ai fait cette étude sur un peu de 200 ans à peu près. Donc, tous les oursons qui sont morts, qui ont été utilisés, trouvés, tout ce qu'on peut trouver sur les oursons, même la publicité qu'on faisait sur les oursons. Les oursons qui étaient nés actuellement, parce que je me suis dit quand même, il doit y avoir des gens qui se posent des questions. Combien il y a d'oursons qui sont nés l'année dernière, qui sont morts et tout ça. Donc j'ai fait... des tableaux, oui, voilà. Et ensuite j'ai apporté une petite, on va dire un petit chapitre sur mes rencontres.
Voilà. Donc comment je pouvais ressentir ça et ensuite les conseils, est-ce que c'est dangereux, pas dangereux de suivre une piste, voilà, tout ce qu'on peut trouver. Ça, c'est quelque chose que vous apportez aussi, vous, quand vous accompagnez, cette connaissance de l'ours, et sur cette connaissance, justement, parce qu'un randonneur peut, aujourd'hui, et sûrement de plus en plus dans l'avenir, tomber en présence d'un ours ou d'une ours, ou d'ourson. C'est quelque chose, c'est une connaissance que vous transmettez aussi aux personnes que vous accompagnez? Oui, même, j'allais dire, c'est devenu courant, hein. Tous les accompagnateurs montagne, là j'ai discuté avec pas mal, et ils font un petit peu un récapitulatif avant de commencer la randonnée sur le comportement à avoir. Et c'est vrai qu'il faut le dire, hein, les gens quand ils viennent, la première question c'est est-ce qu'il y a des ours? Ça, avec toute la publicité, même si elle est positive, négative, et tout ce qu'on veut, là, sur les réseaux même, eh bien, il y a quand même cette question. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il est dangereux? Comment il faut se comporter? Alors, il faut prendre en compte la donnée de l'ours, mais aussi la donnée du randonneur, de la psychologie du randonneur, et peut-être de ses peurs irraisonnées, oui, qui peuvent conduire à des mauvais comportements. Et ouais. Mais en fait, hein, je pense qu'on est tous surpris un petit peu par cette montée de la population d'ours. Et donc, du coup, la France n'a pas encore réfléchi réellement et même accepté qu'on est un pays d'ours maintenant. Bon, ils y sont. Voilà. Après, la gestion, ça, c'est un autre sujet. Mais il faut savoir quand même se comporter, avoir un comportement avec, quand on va, les Parisiens qui ne savent pas, les Bordelais, quand ils vont dans les Pyrénées, c'est une zone à ours maintenant, il y a un comportement à avoir, voilà, des attitudes à adopter. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, bon, moi j'ai eu la chance donc de faire accompagnateur montagne et d'avoir une vision un petit peu on va dire en profondeur sur plein de choses. Et j'ai remarqué que l'État avait fait des panneaux qui n'étaient pas, on va dire, accrocheurs par rapport aux randonneurs. Je me suis mis à la place du client et donc du coup, il ne les lisait pas. Et ça peut être un problème en cas de rencontre. Donc du coup, là, il va y avoir d'autres panneaux de fait. Voilà, donc c'est l'une des petites choses qu'il faut prendre en considération. Et comme dans les parcs nationaux américains maintenant, quand les gens se baladent, ils ont une bombe à poivre. Ici, on ne l'a pas encore. Donc les randonneurs qui vont rencontrer une mère avec des petits, et si ça se passe mal, je pense que ça va coincer. En cas de rencontre, bon déjà, à part s'il y a un panneau ou pas de panneau à l'entrée du parking, voilà, ça c'est un problème. Si la personne ne le lit pas, si le randonneur ne le lit pas. Mais s'il le lit, il prendra conscience que quand il y a une femelle, bon, les mâles, généralement, quand vous les rencontrez, ils s'en vont. Voilà, et là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'attaque de mâles comme ça, hors période de chasse, parce que période de chasse, c'est une autre ambiance, il y a des tensions, voilà, donc c'est pour ça qu'on a eu des accidents jusqu'à maintenant. Mais avec les femelles et les petits, ça peut se passer différemment. Et surtout, si on est accompagné d'un chien. Voilà. Le problème, le plus grave problème, c'est le chien. Donc il faut penser à garder un chien, enfin son chien en laisse. Si on rencontre l'ours et qu'il a une certaine distance, bon, on peut quand même apprécier le moment si vraiment il est à plus de 100 mètres. Mais s'il est à moins de 100 mètres, il faut éviter tout rapprochement, toute confrontation. Il faut quitter la zone, il faut revenir sur ses pas. Il ne faut pas essayer de contourner ni rien du tout. Parce que l'ours, on a vu ces dernières années, c'est un animal complètement imprévisible. S'il n'a pas le vent comme il faut, il peut s'en aller dans la mauvaise direction et justement se retrouver face à vous. Et là, on ne pourra pas faire machine arrière, ça sera l'accident. Donc il faut éviter tout ça. Il faut, on va dire, prendre les devants. Et donc, dès qu'on voit une femelle avec des petits, il faut partir. Est-ce qu'on peut faire une estimation aujourd'hui de la population d'ours? Ça devient de plus en plus dur. Parce qu'il y a des individus en fait, qui peuvent rester discrets pendant 1 ou 2 ans et au bout de la 3e année ressortir. Donc c'est vrai que là,
on peut donner un chiffre, hein, bien sûr, hein, mais il peut être surestimé ou bien sûr sous-estimé aussi. Parce que, bon, c'est rarement le cas, sous-estimé, on enregistre tout le temps quelques individus qui disparaissent. Mais là, la population s'accroît, hein, un peu plus de 15%. Et donc là, on en est à peu près entre 90 et 95 ours sur toutes les Pyrénées, avec les oursons qui sont nés l'année dernière. C'est la même chose des deux côtés, côté espagnol, côté... Oui, ouais. Oui, c'est pareil, parce que pour eux, la frontière n'existe pas. Oui. Ils peuvent être le lendemain, en passant soit par la vallée du Biros, soit par la vallée de Sex, ils peuvent être directement dans le Val d'Aran. Et donc là, il n'y a pas de souci, hein. Ça peut être les mêmes. Voilà. Ah, oui. Surtout les mâles qui se déplacent beaucoup en période de chaleur, hein, d'ailleurs qui va arriver au mois d'avril et qui dure jusqu'en juin. Donc là, il y a pas mal de déplacements. Les femelles se déplacent moins. On a une question gimmick est-ce que vous avez un animal totem, un animal préféré? Oui, c'est l'ours là, en l'occurrence, parce que c'est vrai que ce côté un petit peu mystérieux et presque invisible, alors que c'est quand même une bête imposante, c'est curieux. On a envie toujours de découvrir. Et c'est vrai que chaque fois que je vais en montagne, j'essaye un petit peu de me mettre à sa place. Et c'est vrai que bon, c'est un animal qui me fascine, auquel je pense. Voilà, tout en respectant bien sûr, et comme je l'ai dit, ça n'empêche pas d'aimer voilà, les amis qui font ce métier assez dur en montagne. Mais ouais, je pense que c'est l'ours. Parce que, ouais, en conclusion, je ne sais pas comment expliquer ça. Malgré qu'il s'en prenne de tous les côtés, on lui tire dessus, on essaye de l'empoisonner et tout ça, et bien lui, il n'a rien demandé. Et en fait, il arrive à survivre, il arrive à trouver son chemin, puisqu'il n'y a plus de réintroduction. On voit quand même qu'il arrive à trouver des femelles, même à se déplacer. On voit le mâle néré quand même, qui était dans le Béarn et qui s'est déplacé complètement jusqu'ici. Chaque année, il vient ici pour se reproduire. Donc c'est quand même incroyable quoi, de traverser tous ces départements pour trouver un chemin quoi, par rapport à la vie. Quoi. Parce que voilà, il se reproduit. Et c'est vrai que moi je trouve ça fascinant, quoi, cette faculté d'adaptation. Ils vous ont appris un peu les ours à force de les étudier? Beaucoup, mais je ne saurais pas par quoi commencer. C'est vrai que là, c'est une question assez directe et intime on a besoin de s'asseoir et d'essayer d'imaginer à un moment donné, parce que c'est des petites séquences qui me passent par la tête quand je suis par exemple ou chez moi ou dans la montagne. Et c'est vrai que j'y pense et je me dis, mince, là il a fait comme ça, là il a fait comme ci, pourquoi il a fait ça? Je me pose beaucoup de questions par rapport à ce qu'il fait et j'essaye d'en savoir un peu plus. Après je trouve des fois des solutions, enfin une logique, des fois non, des fois c'est sa logique à lui. Donc du coup, ça reste mystérieux, quoi. Les ours vous intéressent? Alors je vais faire une blague, mais les femmes aussi. la femme sur ce livre, sauvage. Sur ce livre, la femme sauvage. Ouais. Alors il y a une histoire d'ours, mais bon, vous démystifiez un peu, je crois. Ouais. L'idée, elle n'a pas vécu avec des ours. Elle a peut-être eu un compagnonnage entre guillemets avec des ours. C'est possible. Et comment elle est venue l'idée de travailler sur ce personnage? Là, pour le coup, c'est une vraie enquête. Ouais. Là, c'est une vraie enquête. Je ne suis pas le premier à le faire, hein. Donc c'est vrai que je ne vais pas on va dire, sortir du lot par rapport à avoir mis ça sur papier. Il y a 200 ans d'histoire quand même. Il y a 200 ans où les gens, les poètes, c'était les premiers, ont écrit sur elle, suite au journal de Bascle de la Grèze qu'il a sorti donc en 1814, bravo. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'est de rétablir un petit peu la vérité. Parce que quand les poètes se sont pris de cette histoire, ils ont embelli pas mal de détails, ils ont exagéré et même supprimé pas mal de choses. Et donc, du coup, on se retrouve en 2024 avec
des livres qui en parlent des fois, rien que 10 lignes, hein, par exemple un livre sur les Pyrénées, un livre sur les animaux. Et donc du coup, sur ces 10 lignes, j'ai été étonné de trouver beaucoup d'incohérences, beaucoup de choses qui sont fausses. Et là, je me suis dit, elle ne mérite pas ça, quoi. Vu la souffrance qu'elle a eue, cette femme, d'avoir perdu son mari, d'avoir erré dans le froid dans la montagne, d'avoir été capturée, d'avoir été maltraitée par les hommes, d'avoir été mise en prison où elle en est morte. Enfin voilà, elle ne méritait pas ça. Et donc du coup, le fait aussi de cette enquête de mystère, parce qu'on ne sait pas encore son nom, d'où elle venait et tout ça, le fait de trouver des documents originaux ces dernières années m'ont fait... m'ont encouragé à continuer à collectionner sur cette femme. Et donc du coup, j'ai pu récupérer quelques détails et donc rétablir un peu plus la vérité. Je ne peux pas la rétablir complètement, puisque les documents vraiment de base, il y en a la moitié qui ont été perdus ou brûlés, voilà, pour quelconque raison. Et donc du coup, ça reste un mystère et non une légende ou un conte. Voilà, je tiens à mettre le point là-dessus. Et contrairement à ce qu'a dit certains médias, ce n'est pas un cas pathologique. C'est juste une femme qui est revenue à l'état sauvage, suivant un événement tragique de sa vie, où elle a décidé de rester en contact avec la nature. Mais c'est en aucun cas un cas pathologique. Et en plus, ça dénigre son image. Ça la fait passer un petit peu pour folle, alors qu'elle n'est pas folle. Voilà, parce qu'elle a quand même eu cette intelligence donc de survie et de survivre dans la nature, on va dire avec des températures qui avoisinaient les moins 40 et des hauteurs de neige. À l'heure actuelle, vous mettez n'importe qui, ça ne tient pas le coup. Elle a vécu 4 ans quand même, comme ça. Il y a un stage, ouais, ça c'est du stage survie. Donc il y a quand même une intelligence de survie. Bien sûr. Elle n'a pas été aidée peut-être par des gens? On le suppose. C'est écrit dans des lettres officielles. Bon, moi je pense que oui, parce qu'apparemment il y a quelques habitants du village de Massat qui laissaient un tout petit peu de provisions, donc on peut l'envisager. Mais ensuite, durant les forts hivers, où elle utilisait les horis, les cabanes de berger et tout ça. Après, elle s'est débrouillée elle-même. Voilà. Et elle arrivait à stocker sa nourriture. Voilà, donc ça prouve qu'elle n'était pas folle. C'était un choix de vie. Après, c'est son corps qui s'est adapté par rapport à tout ça. Mais en aucun cas, elle est folle. Voilà, je voulais vraiment préciser ça, quoi. C'est un peu un lien, alors lointain, mais avec l'ours, mal jugé, mal considéré, et qui lui aussi est un mystère. Et on est sur des personnages un peu très loin, mais il y a ces personnages que quand on ne comprend pas, on a tendance à diaboliser. C'est ça, et ça nous vient de loin, hein, puisque c'est très ancré dans les vallées. La mentalité est encore très forte dans certaines vallées sur la vision de l'ours, sur la vision du loup, alors que le loup, il n'y en a plus depuis très longtemps. Du lynx, il n'y en a pas non plus. Mais voilà, ces animaux qui sont mal connus, c'est déjà un point négatif. Et ensuite, le point négatif aussi, ça nous vient aussi de la société actuelle où on a tendance à trop protéger, à trop réintroduire. Et donc du coup, on ne regarde pas les dommages collatéraux qui se font à côté. Voilà. Et ça, pour les gens qui vivent dans les vallées, c'est un deuxième point négatif dont du coup là, l'acceptation se fait mal de l'animal.